Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Mathilde Depeux, fondatrice de l'association Aluna, spécialisée dans la communication non violente et la permaculture. Bonjour Mathilde. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie que tu sois à la maison. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à t'intéresser à la permaculture et à la communication non violente? Oui, ça c'est mon parcours de vie en fait. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est vraiment une évolution qui s'y fait au fil de mes expériences de vie. Moi, j'ai 43 ans. Et pour faire court un petit peu sur mon parcours, puisque j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal changé de vie, de métier, de ville. Moi, en fait, je suis née à Paris, je suis une Parisienne à la base. Et j'ai fait des études de psycho, un master 2 comme on dit aujourd'hui, de psycho donc à Paris. J'ai travaillé 2 ans à Paris. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout un mode de vie qui me convenait et qu'à chaque fois que je rentrais de mes week-ends où j'étais partie en nature, j'avais un gros cafard en revenant à Paris et que je mettais pas de sens à cette vie de dingue pour moi et de déconnexion avec la nature. Donc j'ai eu l'occasion de me faire licencier et c'était une grande joie pour aller aller vers un peu plus mes aspirations. Et puis j'ai déménagé en Bretagne, où donc là je quittais la grande ville, la pollution, la surpopulation pour moi. Tout ça, c'est que mon expérience à moi. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, j'ai voulu aller plus loin. Et puis je suis partie 1 an en voyage avec quelques amis. On est parti de Nantes en car jusqu'à Moscou. Et en fait, on a fait un voyage d'1 an en partant Russie, Mongolie, Chine, Tibet, Népal et Inde. Et tout ça, ça m'a donné l'occasion de faire le point sur ce que je voulais, voir d'autres modes de vie et des choses qui étaient beaucoup plus dans la simplicité, bien plus je pense que connexion avec la nature, je risque de le dire beaucoup de fois dans cette interview. Voilà, et des modes de vie beaucoup plus sains et pour l'être humain et pour la nature. Et puis, donc, quand je suis revenue de ce voyage, je me suis installée en yourte. Et j'ai commencé donc à vivre bien plus proche de la nature. J'ai commencé à faire mon potager. J'ai découvert la permaculture. Et qui a été un peu une révélation de « Ah ouais, mais il y a des gars qui ont théorisé toutes mes valeurs. » Et en me formant, j'ai continué à apprendre plein de choses sur la permaculture et ce que pouvait m'apporter la permaculture. Et puis, alors, pour ceux qui ne connaissent pas la permaculture, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que c'est en fait ? Oui, déjà, alors donner une petite définition, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple à définir. Même, c'est vrai que quand les gens viennent en stage en permaculture, souvent, ils ont même du mal à expliquer c'est quoi la permaculture. La permaculture, c'est une méthode de conception qui va permettre de créer des environnements qui sont viables pour l'humain et qui prennent soin de la nature. Et tout ça pour répondre à nos besoins, en fait. Donc, ce qui est hyper important de dire, c'est que la permaculture n'est pas du jardinage. Le jardinage est une toute petite partie de l'application de la permaculture. En fait, la permaculture, elle touche à tous les domaines de la vie, que ça soit donc bien sûr le jardin, l'agriculture, mais aussi l'éco-construction, mais aussi les relations humaines, mais aussi l'éducation, la santé. Elle touche tous les domaines de la vie et qu'on voit à travers l'éthique et les principes de la permaculture et ce qu'on appelle en permaculture le design. Alors le design, on appelle ça le design pas pour se la péter parce qu'on aime bien parler anglais, mais parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'autres mots pour définir ce mot design. C'est pas le design c'est pas le mot design, tiens c'est design, c'est vraiment parler de conception, d'aménagement, d'organisation et de planification. Mais que ça soit, je te dis, un jardin ou que ça soit même sa maison ou même sa vie. On peut faire tout à fait un design de sa vie. On peut faire un design sur plein de choses, sur un écolieu, sur
plein de choses. Et donc là, la permaculture, elle nous apporte une méthodologie qui nous permet de concrétiser nos projets avec du bon sens, et puis avec cette éthique dont je vais parler. Il y a 3 éthiques principales en permaculture. C'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager les surplus, partager l'abondance. Le but, c'est de créer l'abondance et du coup de la partager. Mais c'est aussi savoir, pas l'abondance, rien à voir avec la surconsommation ou quoi que ce soit. Hein. On va prendre notre juste besoin, ce qu'on appelle le juste besoin, là qu'on rejoint la sobriété heureuse. Et ce qu'on va produire en plus, on va pouvoir le partager avec quelqu'un qui aura aussi éventuellement du surplus. Et puis, alors on ne revient pas forcément au troc, hein, le but, c'est pas forcément ça, mais d'échanger, que ce soit dans nos savoirs, dans nos compétences, dans nos connaissances ou dans ce qu'on produit, en gros. Alors, pour comparer, disons, la permaculture et la manière de cultiver aujourd'hui industriellement la nourriture, comment est-ce qu'on en vient à la permaculture? Comment est-ce que la permaculture, elle peut apporter des solutions aux problèmes de notre société aujourd'hui? Disons que j'aime bien cette expression dont parlent Claude et Lydia Bourguignon, qui sont des agronomes spécialistes du sol, et qui nous disent aujourd'hui on n'est pas dans une agriculture, notre agriculture dominante, du modèle dominant, conventionnel, mais on est dans une pétroculture, parce qu'en fait il faut plus de calories fossiles. Ça demande plus de calories fossiles que ça en dégage pour manger. En gros, il faut 9 à 10 calories fossiles pour avoir une calorie alimentaire. Donc, c'est un système qui est absolument pas viable et absolument pas pérenne. Surtout qu'on sait que beaucoup de ressources sont épuisables. Donc, le but de la permaculture, par exemple, si on est sur cet aspect plus vivrier, nourricier, ça va être de dire c'est la terre qui va produire et non pas des énergies fossiles. Du coup, on a pas mal de techniques pour refaire du sol, remettre surtout du vivant dans le sol, parce que à force de tous ces traitements chimiques et du labour, on tue complètement la vie qu'il y a dans le sol. Du coup, nous, l'idée qu'on va avoir, c'est redonner la vie au sol par le mulch, par exemple, ou en étant beaucoup dans la diversification. Alors, c'est une grosse différence qu'on a aussi avec l'agriculture conventionnelle, c'est qu'on est à l'opposé de la monoculture. Mais là aussi, ça va dans tous les domaines de la vie. On aime un groupe qui est riche d'êtres humains complètement différents plutôt que des personnes qui ont le même profil. C'est pareil pour les cultures. Donc, on va favoriser tout ce qui est compagnonnage, des plantes qui vont s'entraider. Alors, on ne fait pas ça n'importe comment. Il y a vraiment des techniques pour favoriser la coopération et pour qu'il y ait une production qui soit plus riche que si on était en monoculture. Et je pense qu'on va en parler un moment, du concept de résilience, qui est de plus en plus à la mode, et tant mieux. La permaculture, la résilience, c'est une concept clé qu'on va essayer d'atteindre. Donc la résilience, c'est quoi? C'est comment rebondir quand il y a un choc, en fait. Alors que ce soit Boris Cyrulnik, qui est un psychologue, on a beaucoup parlé de la résilience psychologique quand on subit un traumatisme, mais au niveau de l'agriculture, on peut parler aussi de résilience, c'est-à-dire que quand on est en monoculture, donc qu'on fait qu'une sorte de production, s'il arrive quoi que ce soit, une grosse gelée ou des insectes qui viennent ravager, on n'a plus de revenus. Alors que si on a plusieurs cultures, déjà le système est moins fragile, parce qu'il va y avoir, ce que je disais, toute cette coopération et une diversité qui fait que la nature elle est bien plus forte, et que si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a une culture qui fonctionne pas cette année-là, on a d'autres cultures qui fonctionnent à côté. Mais voilà, on peut le voir aussi
Dans cette société où tout est de plus en plus spécialisé, on nous spécialise dès l'école dans des domaines bien particuliers. On va avoir un employeur le jour où, pour une raison ou pour une autre, on n'a plus cet emploi. Tiens, qu'est-ce qu'on sait faire? On ne sait faire qu'une seule chose. On n'avait qu'un employeur, on n'avait qu'une source de revenus. Et pour beaucoup de gens, c'est la catastrophe. Et bien sûr qu'il n'y a pas de jugement, mais nous, on va essayer de se dire, OK, nous, l'être humain, a priori, on est fait pour faire plein de choses, plein de choses, et on aime faire plein de choses. Comment on va pouvoir s'éclater à mettre tous nos dons, tous nos talents, toutes nos richesses à notre service, puisque généralement, on a l'élan à faire ça, et du coup, on est forcément plus heureux. Et ça va être aussi au service de l'autre, puisque généralement, quand on aime faire les choses, on les fait bien. Donc, c'est... partager tout ça. Et voilà, et puis tout ça, je pense que ça évolue tout au long de la vie, en fonction de ce qu'on découvre, en fonction de nos expériences, en fonction de ce qu'on apprend. Voilà, je peux vite m'égarer, donc n'hésite pas à me recentrer ou à reposer des questions. C'est très bien. Justement, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'agriculture conventionnelle et comment elle a créé des chocs au niveau de la terre et du sol? En fait, comment est-ce que on en est arrivé à des sols de plus en plus pauvres? C'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, le fait notamment de labourer, en fait, on va complètement... Toute la vie du sol qui est en surface et qui est faite pour habiter en surface, en fait, du coup, on la retourne et on la met profondément dans le sol et inversement. Donc, on tue toutes ces bêtes-là. Bien sûr qu'on ne parle pas de tous les produits chimiques qui tuent tout. Il n'y a plus de champignons dans le sol non plus. Les champignons, ils sont là pour mettre les végétaux en réseau et apporter et faire des échanges. Donc ça, c'est la symbiose des champignons, de la mycorhize, tout ça là aussi, c'est un peu technique, mais c'est une telle richesse. Et en fait, la nature... Alors, il y a un autre truc qui est très important en permaculture, c'est que on va s'inspirer de la nature. Pourquoi on va s'inspirer de la nature? C'est que, justement, elle fonctionne de manière merveilleuse quand l'être humain s'y mêle pas trop, ou le fait bien en conscience, on va dire. Mais donc, elle fonctionne de manière merveilleuse, et il y a plein de miracles, mais en regardant n'importe quels animaux, on voit des choses merveilleuses, et d'une richesse et d'une abondance. Donc, en permaculture, on va s'inspirer vraiment de la nature pour essayer de la copier, puisque elle est merveilleuse. Et donc, toute la vie du sol, en fait, même les grands spécialistes, ils disent qu'on connaisse très, 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 très peu de choses, tellement c'est d'une richesse. Les mycorhizes, là, tout le réseau de champignons qui apportent donc des échanges aux arbres, et en échange, l'arbre donne aux champignons. C'est des choses qu'on découvre depuis quelques années, c'est assez récent. Donc, en cassant, je dirais, un peu tout, notamment dans le sol, en fait, on découvre un truc qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien. Moi, je crois que ce qui tue beaucoup les choses... on ne va pas rentrer dans la PAC et toute la problématique de la PAC, mais je crois que ce qui tue complètement les choses, c'est de vouloir faire les choses à grande échelle. À partir du moment où on fait les choses à très grande échelle, c'est sûr que tout devient plus compliqué, que ce soit des entreprises même qui sont... où on perd un peu de l'humain. C'est pareil pour les champs. À force de vouloir faire trop grand... du coup, c'est là où on voit, tiens, il y a une haie qui me gêne parce que il y aura un peu plus d'ombre sur mes cultures. Du coup, je bousille la haie et on voit bien que le bocage est un peu en train de disparaître. Disparaître, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, qu'il y a de moins en moins de bocage. Du fait de vouloir faire ces grandes cultures. Et les haies, c'est quoi? C'est une ressource de biodiversité pour les oiseaux, pour nicher. Et puis, on casse tous les cycles naturels de la nature qui font que on a des insectes qui pollinisent, Donc, moi, je pense que c'est hyper important de revenir à des échelles humaines, à des fermes de taille humaine,
comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps non plus, à l'époque de nos grands-parents, donc je ne sais plus si j'ai dit, mais j'ai 43 ans, on avait des tailles à ferme humaine où on était aussi dans la polyculture en fait. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de résilience. Ça ne veut pas dire qu'il faut retourner, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut retourner du tout, mais je dis qu'il y avait des bonnes choses qu'on a malheureusement, je pense, dont on s'est écarté. Toujours pour la même chose. Là aussi, c'est pour les gains d'argent. Et puis, on se perd un petit peu dans cette quête infinie de l'argent, en nous donnant ça comme priorité et en s'éloignant du vivant. Et quand je dis vivant, c'est les végétaux, la nature, les animaux, et puis c'est ce qui est vivant en nous et nos vraies raisons d'être, nos vraies valeurs, nos vrais rêves, voilà, c'est tout ça. Et donc il est une des croyances à laquelle on peut se confronter, c'est celle que sur des petites surfaces, c'est impossible d'avoir assez de rendement ou d'avoir assez de nourriture. Et comment est-ce que tu réponds à ça, à cette question de l'abondance possible sur des petites surfaces? Alors, il y a plein de choses qui sont en train d'être testées du coup depuis quelques années. Du coup, parce que ça prend du temps de mettre en place ça. Donc, il y a tout ce qu'on appelle les micro-fermes. Qui fonctionne avec le modèle de la permaculture. Et en fait, le Bec et Loin, c'est un des plus connus, et bravo à eux de tout ce qu'ils ont initié. Moi, des fois, ce qui me dérange un peu, c'est dès qu'on entend parler du Bec et Loin, c'est agriculture, c'est permaculture, agriculture ou maraîchage. Et du coup, ça me gêne un peu, parce qu'il y a tous les autres volets qui sont pas abordés, mais où ils ont prouvé que sur une surface de 1000 mètres carrés, ils pouvaient sortir un SMIC. En fait, nous, on va être vachement sur l'intensif. Et donc là, c'est pas un mauvais mot, l'intensif. C'est tout dépend comment tu fais ton intensif. Si c'est justement avec des pratiques respectueuses du sol qui enrichissent le sol, c'est OK. Avec des rotations de culture, il n'y a aucun souci. Donc, il y a Jean-Martin Fortier. C'est Jean-Martin ou Martin, je me souviens plus. Fortier aussi, au Québec. Il a fait tout un modèle qui fonctionne sur... Lui, je sais plus, mais vous trouvez ça facilement sur Internet. Vraiment, ceux que ça intéresse, micro-ferme, il a fait un super truc. Je crois que c'est sur 1 hectare et il arrive à vivre de ça avec quelques salariés. Donc, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais c'est repenser les choses complètement différemment du modèle conventionnel actuel. Donc, s'il y a des expériences, après, on va dire que le problème, c'est que en France, la permaculture, elle est arrivée dans les années 2000. Ça a été créé dans les années 70 en Australie et c'est arrivé en France dans les années 2000. Donc, le temps de se former, le temps d'avoir l'expérience, le temps de monter son projet. En France, il y a encore... Et il y en a de plus en plus. Mais pour montrer que tout ça, on n'est pas des joyeux et doux rêveurs... il faut un peu du temps, mais il y en a de plus en plus. Si c'est possible de faire du maraîchage sur 1 hectare. Et voilà. Après, le maraîchage, c'est vraiment de toutes les expériences que je vois autour de moi, c'est pas l'activité la plus facile financièrement pour vivre. C'est beaucoup de temps. Faut être passionné pour être un revenu. Nous ici, donc moi j'habite avec Jocelyn, mon ami. On cultive nos légumes. On est à peu près autosuffisant 9 mois de l'année. C'est du boulot. Après, nous, on prend, je dis boulot, mais on prend un plaisir fou à semer toutes nos graines et puis à planter, transplanter, à récolter, à transformer. Donc, tout ça, c'est du boulot, de la graine à l'assiette et à nos bocaux de tomates pour l'hiver. Forcément, c'est du temps. Donc, c'est du boulot. C'est sûr que c'est du boulot, mais moi je suis joyeuse de voir et enthousiaste de voir que il y a de plus en plus de ces projets qui se font. Faut pas les faire n'importe comment, comme n'importe quoi, mais que quand on est suffisamment formé, et quand on a les connaissances et la motivation et la passion, mais je pense que bien sûr c'est possible. Ouais. Pour revenir sur le terme résilience dont tu me parlais tout à l'heure, et sur les possibles événements à venir en termes d'autonomie alimentaire, ces besoins
à laquelle notre société, à laquelle chacun d'entre nous risque d'être confronté en termes d'alimentation, d'énergie, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette approche, de cet aspect-là de la permaculture, le côté énergie? Donc le but, en effet, c'est de se dire notre modèle actuel économique, je parle en Occident, qui est un peu partout dans le monde, mais bref, est un système qui est ultra fragile et qui, en plus d'être ultra fragile, ne prend pas soin ni de l'humain ni de la nature. On le voit bien. Et donc, on le voit bien avec cette crise sanitaire-là qu'on vient de traverser, que un virus, et c'est la panique totale au niveau économique, et on réinjecte des sommes folles. Et là, pour moi, on marche complètement sur la tête, plutôt de se dire, ouais, chaque crise, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective, elle est là pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc, comment nous faire grandir ? Bon, là, je ne poserai pas de diagnostic sur si nous prenons suffisamment la leçon de ce que nous traversons. Mais en tout cas, on voit la fragilité du système qui peut venir par une crise sanitaire, mais qui peut venir aussi par un effondrement de la bourse, qui peut venir par une catastrophe naturelle, qui peut venir par 10 000 choses, par nos centrales nucléaires, enfin bref. Donc l'idée, alors c'est surtout pas, c'est important pour moi de le dire, de vivre dans la peur. Le but, c'est pas d'être dans la peur, le but, c'est pas d'être dans les problèmes, c'est de participer aux solutions. Et c'est vraiment de dire, les problèmes, on les connaît. Ils sont là depuis le Club de Rome, qui en 72, qui parlait de la finitude des matières premières et qu'on ne pouvait pas continuer à exploiter tout ça. Ça fait donc depuis 50 ans qu'on entend parler du réchauffement climatique, etc. Donc les problèmes, on les connaît, il n'y a pas de souci. C'est qu'est-ce qu'on va mettre en place comme solution, justement, pour être plus résilient et pour être plus autonome, que ce soit en énergie, que ce soit par des éoliens, par de l'éolien, par des panneaux solaires, ou que ce soit notre autonomie alimentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire ça tout seul, parce que, on ne sait pas faire tout seul, et que on est des êtres sociaux, hein, donc l'important, c'est d'être en groupe et de s'apporter les uns les autres, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça va être de créer du réseau. Moi, je pense que l'une des clés, elle est dans le réseau, donc dans le rapport humain, et comment faire que ces réseaux, ils fonctionnent bien, ces réseaux humains, ils fonctionnent bien. Là, il y a des outils à apprendre. Pierre Rabhi, il parle du PFH, du putain de facteur humain. Et il dit que on peut avoir les plus beaux projets du monde, en fait, à partir du moment où on est ensemble. Si on ne travaille pas sur soi et sur la communication, ça risque de faire péricliter les projets. Donc, voilà, moi, mon but, c'est de dire, c'est hyper important qu'on soit ensemble, surtout dans ces crises-là, que ce ne soit pas la peur qui prenne le dessus, mais au contraire, la solidarité, la coopération, l'entraide. Et pour ça, par exemple, la communication non violente, elle est un super outil. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard avec grand plaisir. Il y a quelque chose que je voulais rajouter aussi, c'est que donc, la permaculture, elle s'applique très bien sur un lieu individuel ou collectif, mais elle peut aussi s'appliquer à une échelle un peu plus grande. Et c'est ce qu'on appelle notamment les villes en transition, en fait. C'est comment on peut faire plus de résilience à un niveau d'un territoire un peu plus grand. Et donc là, c'est Rob Hopkins, qui était prof en permaculture et qui a fait bosser ses élèves sur comment on peut mettre la permaculture à l'échelle d'un territoire. Et donc, il a créé ce concept de ville en transition. Et ce qu'on est en train de créer là sur la commune, là, Rive de Lyon, Chaillé et Saint-Florent-des-Bois. Et c'est comment on peut mettre de la résilience au niveau d'un territoire. Qu'est-ce qu'on aimerait bien voir, par exemple, donc là on est en train de travailler sur une cantine bio, un Repair Café, la protection des haies, du bocage, et puis d'autres choses encore, pour se dire
ok, c'est bien c'est ce que je dis, c'est bien de faire son colibri, mais je crois que il va falloir qu'on fasse nos pélicans maintenant, parce que l'urgence est telle que c'est important de voir les choses à plus grande échelle. Donc voilà, moi là aussi, on va pas avoir le temps de plus détailler ce que c'est que le concept des villes en transition, mais ce que ça intéresse, de se regrouper et d'essayer de créer plus de résilience au niveau de son territoire. Allez voir Rob Hopkins et les villes en transition que vous trouvez, et puis créez votre groupe. Et voilà, et puis voilà, c'est des choses qui peuvent se faire avec ou pas selon la mairie, l'aide de la mairie pour mettre en place des projets. Et voilà, c'est comme ça que les choses elles bougent, et à l'initiative des citoyens aussi, sans attendre toujours que ça vienne du haut, parce qu'on voit bien ce que ça fait dans les grandes sphères. Pas toujours terrible, en tout cas en ce moment. Donc voilà, on est David Holmgren, l'un des fondateurs de la permaculture. Il a dit l'important, c'est de passer de consommateurs dépendants à acteurs responsables. Voilà, soyons acteurs de nos vies, soyons acteurs le plus possible. C'est ce que je disais, je vais revenir sur les rêves, quoi. C'est quoi qui m'anime ? Qu'est-ce qui m'anime ? Pourquoi je suis fait ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Eh bien, ok, allons-y, vraiment. Et là, je redeviens acteur de ma vie. Et si je déteste jardiner, c'est pas grave. Je ne jardine pas, parce qu'à un moment, je vais m'épuiser, et puis je vais mal le faire, et puis voilà, je vais pas me mettre dans une énergie positive. Donc, c'est pas grave. Autour de moi, je trouverai peut-être des gens qui, au contraire, aiment jardiner. Moi aussi, voilà, mon truc, c'est de, je sais pas, à réparer les voitures. Super, on a toujours besoin de garagistes qui sont dans une activité responsable, éthique, et donc voilà, quel que soit son ces dons, mettons-le à travers cette éthique, prendre soin de soi, prendre soin de l'humain, prendre soin de la planète, et puis partager l'abondance. Donc voilà. J'ai encore dérivé sur ta question sur la résilience, c'est ça ? C'était sur la... Ouais, c'est super. Est-ce qu'on peut revenir à l'aspect, tu disais, communication, qui est essentiel justement dans toutes ces mouvances où on va avoir besoin de se relier, de savoir communiquer pour avancer ensemble, justement. Alors, il y a tout un aspect de la permaculture, donc moi, qui est celle dans laquelle je me suis un peu plus spécialisée du fait de mon bagage, et puis de mes aspirations, et puis de mes qualités et tout. C'est ce qu'on appelle la permaculture humaine. Alors, le terme n'est pas très, très bien choisi, puisque la permaculture, elle est forcément humaine, mais on va dire donc la permaculture appliquée à l'humain. Et si on prend la permaculture appliquée à l'humain, en fait, on peut la décliner encore sous 3 éthiques, comme on déclinait les 3 éthiques de la perma. Celle-là, on peut la décliner de nouveau sous 3 éthiques. C'est prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, et prendre soin d'un groupe. Et notamment à travers ces trois éthiques, la communication non violente est un super outil pour prendre soin de soi. Alors, c'est quoi la communication non violente ? Donc, ça a été créé par Marshall Rosenberg, qui est un États-Unien qui est décédé il y a pas très longtemps, et qui a créé cet outil-là. Mais c'est un outil et à la fois une philosophie. C'est pas que un outil de résolution de conflits, puisque sinon, ça, pour moi, ce serait intéressant, mais c'est bien plus profond que ça, en fait. C'est quand je suis traversée par une émotion désagréable, je vais regarder ce qui se passe en moi pour pouvoir le communiquer à l'autre. Et notamment, une des choses qui est super importante dans la communication non violente, c'est je suis 100% responsable de mes émotions, de ce que je dis, de mes actes, de mon comportement, de mes pensées. Je suis responsable de tout. Donc, si par exemple je suis en colère, je me dis que c'est qu'il y a quelque chose en moi qui a été bousculé, et je n'incrimine pas l'autre.
c'est pas l'autre qui me met en colère. Parce que si c'est l'autre qui me met en colère, ça veut dire que je vais retrouver la paix quand l'autre aura fait quelque chose. Donc en fait, au niveau liberté, autonomie, t'es pas bien si l'autre il est parti ou s'il a jamais envie de dire quoi que ce soit là-dessus. Donc quoi, tu restes en colère toute ta vie, qu'est-ce que tu fais ? Donc non, je reprends la responsabilité de mon émotion. Et donc en fait, on part du principe donc que quand on est traversé par une émotion désagréable, c'est qu'on a un besoin qui n'a pas été nourri en nous. Donc, je vais aller chercher quel besoin n'a pas été nourri en moi. Et en fait, du coup, éventuellement, la phrase ou le comportement aura juste été un stimulus qui aura déclenché chez moi un besoin non nourri. Et du coup, je vais pouvoir faire une demande, soit à l'autre, soit à moi, pour nourrir ce besoin-là. Je vais peut-être prendre un exemple pour que ça soit plus concret. Ou toi, on ferait un direct live. Tu as fait un exemple où tu as été récemment contrarié ou en colère ou en... Mais écoute, j'ai pas d'exemple peut-être qui me vient, mais... Eh bien, écoute... je vais prendre un exemple classique. On va prendre un peu plus... classique, quelqu'un qui arriverait par exemple régulièrement en retard. Tiens, tu es arrivé à l'heure et je te remercie. Mais si tu étais arrivé, tu vois, une demi-heure, 3/4 d'heure en retard. La première étape, donc c'est un processus qui se passe en 4 étapes. La première étape, c'est d'observer les choses de manière complètement objective, où on va être sur des faits objectif, chiffré, tu vois, c'est pas une fois de plus, Benjamin, t'es arrivé en retard, de toute façon, t'arrives toujours en retard. Vous voyez, les reproches, à partir du moment où on commence à faire un reproche à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fermer les oreilles. Personne n'aime avoir des reproches. Donc, il va se mettre sur le mode défensif, voilà, éventuellement contre-attaquant directement, en disant mais de toute façon, toi t'es pas fiable. Enfin, tu vois, et donc là, on arrive dans une escalade et donc une communication qui va pas être très constructive. Donc, on va éviter les reproches. Et plutôt que de te dire ça, j'aurais pu, objectivement, je peux te dire, tu vois, éventuellement, les 2 dernières fois où on a eu rendez-vous, Benjamin, j'aurais dit bien que c'est pas vrai du tout. T'es arrivé avec une demi-heure de retard. Tu vois, c'est chiffré, c'est des faits objectifs. Et comme ça, on part sur une base commune où toi, tu me dis pas, non, tu vois. Voilà. Et quand je vois que les 2 dernières fois, tu es arrivé avec une demi-heure de retard, et moi, je me sens un petit peu contrariée. Donc là, je parle de mes sentiments. Je vais te dire, je me sens un petit peu contrariée et un petit peu frustrée, par exemple. Pourquoi ? Quel est mon besoin ? Alors tout ça, on peut prendre un temps d'introspection, sauf si on arrive à le faire en live, ce qui est possible, mais des fois on est tellement bousculé que c'est pas possible de le faire en live. Pourquoi ? Parce que moi j'ai par exemple un besoin de respect des engagements, ou peut-être un respect de mon emploi du temps, ou peut-être aussi que j'étais inquiète. Je t'ai dit frustrée, mais peut-être aussi que j'étais inquiète, et du coup j'aurais eu besoin d'être rassurée, tu vois. Et puis on fait comme ça, et après la 4e étape, donc observation, sentiment, besoin, c'est une demande. Et on va se faire soit une demande à soi, soit une demande à l'autre, qui va être une demande qui va être concrète, réaliste et positive, pour faire gros, en gros. Il y a 6 critères à la demande, mais on ne va pas faire tout détailler. Et donc, je vais te demander, est-ce que la prochaine fois qu'on a rendez-vous, que tu sais que tu vas être en retard, est-ce que c'est possible de me passer un petit coup de fil ? Par exemple, là je prends un exemple un peu bateau, mais là où je dis qu'on voit que c'est pas toi le problème, entre guillemets, là, dans cette situation, c'est qu'une autre fois où tu arrives une demi-heure en retard, en fait, si ça se peut, moi je veux pas du tout m'inquiéter, je veux pas du tout être en colère ou contrariée, parce que je suis les mains dans le potager et que c'est le moment de ramasser les tomates, et que ça m'arrange bien d'avoir ce temps supplémentaire. Et donc peut-être au contraire que tu aies une demi-heure de retard, je me sens plutôt soulagée parce que j'ai du temps en plus dans mon jardin. Donc on voit bien que le problème, c'est pas
l'autre, mais qu'il est juste un déclencheur dans un besoin à un moment donné. Donc en fait, on change complètement, que ce soit la permaculture ou la communication non violente ou d'autres, on change complètement notre regard et notre manière de faire. Et ça en fait, si tous ces outils-là étaient appris dès le plus jeune âge, en fait, ça deviendrait complètement... c'est naturel, mais on a pris des habitudes, on a été conditionné vraiment par plein de choses qui fait qu'on est conditionné par des manières de penser, par des manières de réagir, et voilà, si on nous apprenait à chaque fois cette notion de responsabilité, elle est vachement importante à reprendre ses responsabilités. Je pense qu'il y aurait justement moins de conflits. La communication non violente n'empêche pas qu'il y ait des conflits. Alors, il y en aura moins, ils seront moins profonds, mais au moins, on a un outil pour se dire les choses sans que l'autre puisse se sentir accusé, normalement. Et donc, se relier. On appelle ça aussi le langage du cœur. Parce que, alors, je vais te dire ce qui se passe pour moi. Ça va être important. Mais je vais aussi aller regarder ce qui se passe pour toi. Parce que toi, de ton côté, tu as aussi des sentiments et des besoins. Et que si tu es arrivé une demi-heure en retard, c'est aussi sûrement que tu avais un besoin que tu as nourri à ce moment-là. Et je vais me connecter aussi à ce qui était important pour toi. Parce que si tu es arrivé une demi-heure en retard, c'est forcément qu'il y avait quelque chose pour toi qui jouait. Donc, je vais me connecter aussi à ce qui était important pour toi. Et je vais dire, je comprends que toi aussi, peut-être que, je sais pas quoi, mais tu vois. Et c'est comme ça. Et on fait un aller-retour tout le temps entre, je me connecte à toi, ce qui se passe pour toi, ce qui est vivant en toi. Je te partage ce qui est vivant et comment on peut faire pour que la prochaine fois, ça soit plus simple pour tous les deux. Être présent à soi et être pleinement présent aux autres. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a des fois, alors ça je le dis bien, c'est pas parce que on connaît cet outil-là qu'on se met plus jamais en colère. On ne vient pas le Dalai Lama comme ça non plus. Mais l'idée, c'est de se dire, au moins j'ai en conscience que je peux comprendre beaucoup plus rapidement ce qui se passe en moi. Et moi, ce que m'a appris la communication non violente notamment, c'est à me la boucler quand j'étais en colère. Parce que quand on est en colère, généralement, c'est là où on lance du poison, c'est là où on peut faire des actes qu'on regrette. En fait, c'est pas nous qui... c'est là... On agit... En fait, on réagit par notre émotion. Et on se laisse complètement porter par notre émotion. Donc moi, ce que j'ai appris, c'est que quand je suis traversée par une vague de colère, c'est accueille-la, déjà voilà, accueille-la. Laisse-la passer. Alors, il y a pas mal de manières de faire passer sa colère, propre à chacun. Chacun a ses petits trucs pour redescendre. Et une fois que l'intensité est descendue, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière cette colère-là ? Ah, et du coup, en fait, je gère mon émotionnel beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Ça m'évite de répéter des trucs en boucle. Je crois que ça parle à tout le monde, où tu vas te refaire la scène 150 fois et plus tu te la refais, plus. Alors que là, cet outil-là, il nous permet complètement de sortir de l'alimentation mentale, où on reste que dans le mental en se racontant des films, et de sortir de l'interprétation de tout ce que nous raconte notre cerveau. Mais c'est juste une histoire faite de notre passé, de nos interprétations, pour pouvoir à un moment faire... qu'est-ce qui est vivant en moi actuellement et qu'est-ce que je peux proposer ? C'est comme la permaculture, en fait, on va proposer de solutions. Je me propose une solution ou je propose à l'autre une solution. Voilà, en très rapidement ce que je peux dire de la communication non violente. Ça part de l'idée aussi de se changer soi-même, d'avoir connaissance de soi pour changer... l'extérieur ? Complètement. Je suis persuadée que ça soit dans...
Alors, il y a la fameuse citation de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde », qui est de plus en plus connue, et tant mieux, même si elle est... voilà, il y en a qui ça peut un peu énerver parce qu'elle est trop à la mode, tant mieux que ça soit... C'est qu'une phrase comme ça soit à la mode, moi ça me va. Donc voilà, et en fait, pour se changer soi, pour moi, c'est indispensable d'aller travailler sur soi. Alors, la communication non violente, elle n'est pas là pour moi, hein, en tout cas, de ce que je vis, de ce que j'expérimente, elle n'est pas là pour soigner des blessures, mais par contre, elle va être là pour nous montrer où on a des blessures. Et en fait, plus on a des blessures qu'on ne veut pas voir, plus la communication pour moi est difficile, plus les rapports humains sont compliqués. Donc, et puis, on n'est pas très bien quand on a des blessures. Donc, pour moi, le but, c'est d'aller déjà prendre conscience de nos blessures, de nos conditionnements. Et la CNV, elle nous aide. Je ne rentre pas dans tout le processus d'intériorisation que permet la communication non violente, mais elle nous amène vraiment dans un processus d'intériorisation qui nous permet de mettre le doigt sur les blessures et donc de changer soi. Parce que si je suis pleine de blessures, ça veut dire que je peux être très vite me sentir attaquée par les phrases et être sur mode défensif et pas forcément être agréable avec les autres. Donc, moi, ça fait 20 ans à peu près que je travaille régulièrement sur moi avec différentes personnes, avec différents outils. Et je trouve ça une aventure merveilleuse que de se débusquer nos parts d'ombre, nos peurs, nos conditionnements pour se rendre la vie plus belle. La CNV, c'est aussi se rendre la vie plus belle et rendre la vie plus belle à l'autre. Et donc, dans un groupe, tu mets ça dans un groupe, cet outil-là, moi je dis dans n'importe quel groupe, que ce soit une entreprise, une association, une famille, à partir du moment où on est des êtres humains qui habitons ensemble, si on connaît et si on a à cœur de pratiquer la communication non violente, les rapports humains seront beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus faciles. Je répète, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de conflit, mais on saura beaucoup mieux les gérer. Dans l'idée d'être toujours plus constructif ensemble et d'arrêter de réagir et de cette idée d'ego oui, puisqu'il y a l'histoire d'ego aussi. Voilà, alors ça c'est alors la permaculture humaine, je te disais, il y a le prendre soin du groupe, et dans le prendre soin du groupe, donc moi je trouve ça génial quand les personnes sont formées à la communication non violente, et les groupes qui le font sont complètement persuadés de l'aide que c'est. Mais il n'y a pas que la communication non violente, c'est ce que moi je vais transmettre quand j'accompagne des groupes. Je ne sais plus si j'ai dit ça, mais j'accompagne des groupes dans leur projet, que ce soit des co-amos ou autres. Et il y a plein d'autres choses importantes à prendre en compte. Tu parlais d'ego. C'est quand est-ce qu'on met notre ego en avant, ou quand est-ce qu'on met la raison d'être, parce qu'on parle de la raison d'être du projet en avant. Et là, en fait, ça peut être qu'un travail sur soi. Mais au moins, en fait, c'est poser, par exemple, de dire est-ce que tout le monde est OK pour que, à chaque fois, s'il y a des différences, des différends, pardon, à un moment, est-ce qu'on reste sur notre avis parce que c'est notre ego aussi qui est en jeu, inconsciemment, hein, c'est pas toujours, bien sûr, c'est pas toujours conscient. Ou est-ce que c'est la raison d'être? Et donc, là aussi, il y a plein d'outils vivants qui permettent comme les prises de décision. On parle beaucoup aussi du consentement ou du consensus de la sociocratie, qui est un mode de décision qui est beaucoup plus horizontal que pyramidal, ce qu'on peut voir dans notre société aussi actuelle. Et là aussi, la sociocratie propose différents outils pour que les décisions soient prises avec l'ensemble des personnes qui sont d'accord. Parce que la majorité, ça veut dire que si dans un projet, tu as 51% des personnes qui sont pour, ça veut dire que tu as 49% qui vont freiner le projet. Donc voilà, on va se dire, nous, on va chercher le consentement ou le consensus qui fait qu'on va essayer de mettre tout le monde
d'accord. Et en fait, à chaque fois qu'on va avoir une objection, souvent c'est ce qui est dit. Par exemple, si j'ai une objection, je vais dire pourquoi je trouve que cette décision peut mettre en péril le projet et je vais proposer une solution. Comme ça, on n'est pas dans l'opposition, je suis contre. Ok, et alors là aussi, ça demande qu'est-ce qui fait que je suis contre. Je vais aller voir en fait, et là aussi, par exemple, la communication non violente, elle peut être bien. Quel est le besoin, qu'est-ce qui fait, comment je me sens, quel est le besoin. Ok. Du coup, qu'est-ce que je peux proposer et du coup, en fait, les réunions, elles prennent complètement une autre tournure. Alors, tu vas me dire, le consentement, quand on est 150, on peut y passer du temps. Et tout à fait. Et c'est pour ça que on parle aussi d'holacratie, qui est un autre mode de décision horizontale. Mais on ne va pas forcément aller chercher le consentement de tout le monde, parce que ce que je te dis, c'est 150. Donc, on va aller... alors, l'holacratie, ce n'est pas que ce que je suis en train de te dire, comme la sociocratie, ce n'est pas que ce mode de décision, hein, mais ça en fait partie. En fait, ça peut être dire, on va juste, dans l'holacratie, aller prendre les avis des personnes qui s'y connaissent. Je fais une proposition et je vais aller demander aux personnes qui s'y connaissent et aux personnes qui sont concernées par cette décision. Et je vais formuler quelque chose qui évite des réunions à rallonge. Voilà. Puis après, si jamais il y a beaucoup de personnes, c'est pas grave, il y a d'autres outils collectifs, il en existe plein qui permettent d'être à la fois fun, dynamique. Voilà, on parle beaucoup d'intelligence collective aussi. Les outils d'intelligence collective, il y en a plein qui permettent de faire gagner du temps. Et puis surtout, gagner du temps. Quand je dis gagner du temps, ça peut prendre plus de temps au départ, comme la décision. Tu vois, c'est sûr que si tu fais à la majorité, tu n'as pas le droit d'expression, on vote, ça peut prendre 5 minutes. Mais par contre, comment elle va tenir cette décision dans le temps. Donc ça peut prendre plus de temps au début, mais à la suite, on va gagner beaucoup de temps, puisque les gens vont être tous partie prenante dans ce projet-là. Ou après, à libre de chacun de dire non, là c'est vraiment contre mes valeurs, je m'en vais. Mais au moins, il y aura eu du temps de solution, de chercher, etc., etc. C'est vrai qu'on est habitué à ce mode de gouvernance majorité-opposition et puis vote, des choses qui sont un peu qu'on nous a appris à l'école et qui sont inscrites. Et finalement, est-ce que le monde de demain ne passe pas aussi par la réinvention de modes de gouvernance, comme tu le dis? Je suis complètement persuadée. C'est pour ça que je pense que... pourquoi je dis que la permaculture, c'est la solution, c'est qu'en fait, elle est tellement dans plein de domaines et elle réinvente tellement plein de domaines. Alors, là aussi, je fais une précision, c'est que la permaculture, elle n'invente pas forcément si elle trouve un outil qui a été conceptualisé même par Monsanto, allez, soyons provoques, et si il rentre à travers son filtre d'éthique, c'est OK, en fait. Donc, par exemple, bien sûr que la permaculture n'a pas inventé la CNV, mais bien sûr que la CNV rentre complètement dans l'éthique, les principes de la permaculture. Donc, dans notre boîte à outils de permaculteur, on va mettre la CNV. Donc, la permaculture, elle n'invente rien, elle prend juste ce qui est... Alors, il y a Escoffier, j'ai oublié son prénom, c'est pas très grave, tu m'excuseras, Escoffier, mais il dit, si on a 2 mots pour définir la permaculture, c'est éthique et efficacité. Donc, nous, on va chercher des outils qui sont éthiques et efficaces. D'où qu'ils viennent. Et s'ils sont éthiques, donc à travers l'éthique dont je t'ai parlé, et efficaces, ça rentre dans notre boîte à outils de permaculteur. Dans l'idée d'être intégratif et de toujours améliorer les manières de faire et puis tout à fait. D'être. Alors, il y a un mot qu'on aime beaucoup en permaculture, tu disais améliorer, c'est le mot agrader. Agrader. On connaît beaucoup, étonnamment, le terme dégradé, mais on ne connaît pas bien le terme agrader. Et donc, nous, notre but, dire que le but du permaculteur, ça va être d'agrader, agrader,
s'aggrader soi-même, donc s'améliorer soi-même, tout le travail sur soi dont on parlait avant, d'améliorer ses relations à l'autre, d'améliorer son jardin, d'améliorer son sol, d'améliorer sa maison. Donc là, nous, on a acheté une maison il y a 5 ans. On va aussi être sur, tiens, comment on peut améliorer notre maison pour qu'elle soit, on va dire, plus confort pour nous, et puis on va dire qu'elle prenne plus soin de la planète. Donc voilà, le but, ça va être toujours d'améliorer les choses. Et donc, dans une organisation sociale, là aussi, on va trouver des outils qui rendent l'humain plus heureux, plus épanoui. Quand on te dit, tu fais ça, et puis ce sera ça ton rôle, et puis même si tu n'aimes pas ça, et ben tu vas faire ça 8 heures par jour, peut-être plus 8 maintenant, mais 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Voilà, après, comment tu rentres le soir ? Est-ce que tu es épanoui ? Est-ce que tu es bien avec ta famille ? Est-ce que... Non, je crois pas, quoi. Donc, à chacun de faire sa révolution intérieure. Pour faire sa révolution intérieure, c'est important de se connaître soi. Donc, c'est important d'aller chercher à la fois dans notre passé, mais aussi à la fois dans notre présent. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que je constate ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et quels moyens je vais me donner ? Parce qu'il ne suffit pas non plus de tout quitter du jour au lendemain sans savoir quoi faire, etc. Ça risque de nous mettre, même s'il y a des personnes qui ont ce parcours-là, et c'est OK, hein, mais ça peut nous mettre dans une inquiétude plus angoissante et nous amener plus de l'inquiétude que du bien-être. Donc, mais ouais, c'est faire le point régulièrement sur où j'en suis là dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer ? Et si tu avais des conseils à transmettre sur ton processus à toi de transformation aussi que tu as réalisé, puisque tu as dit que tu habitais en ville avant et puis que tu faisais avant un métier qui ne te correspondait pas, quel conseil aurais-tu à donner aux personnes qui sentent qu'aujourd'hui ce qu'elles font ça vibre plus en elles et qui aimeraient changer vers autre chose? J'entends tes questions et et je pense que la réponse elle est surtout pas simple et unique. Je voulais juste revenir sur quelque chose, c'est-à-dire tu t'es dit un métier qui me convenait pas. Moi j'étais avec l'humain, je sais plus si je l'ai dit, que j'accompagnais les gens justement dans leur de l'insertion professionnelle, ou des gens qui, notamment pour des problèmes de santé, pouvaient plus faire leur boulot. Donc c'était comme des bilans de compétences. Et moi, j'aimais bien ça parce que c'était justement dans un moment de crise, problème de santé, comment leur redonner confiance et comment on pouvait redonner du sens et comment voir ce problème de santé presque comme une chance de dire « Ah, mais tu sais que tu n'as peut-être pas choisi le métier que tu faisais et là, c'est peut-être l'occasion de réfléchir sur ce que tu veux. » Donc, j'aimais vraiment bien. J'y mettais de moins en moins de sens dans le sens, justement, où... des fois, j'avais l'impression de les accompagner dans une société de travail dans laquelle je ne retrouvais plus les valeurs. Donc, ça, c'était compliqué pour moi de dire « Ah ouais, mais en fait, je les réinsère dans un système que je ne cautionne pas au plus des 3/4. » Donc, c'est ça qui m'a gênée petit à petit. Et puis, et voilà. Et après, moi, je dis vraiment... de conseils, pour moi, ça serait vraiment compliqué, à part le seul conseil, peut-être, ça serait justement de faire du travail sur soi. Mais pour moi, le travail sur soi, il peut se faire vraiment de plein de manières différentes. C'est ce que je te disais. Moi, j'ai été voir plein de personnes différentes. Moi, je pense que la vie, elle nous amène... les gens sur notre chemin. Donc, mais je pense que c'est important de se faire aider. On peut y arriver tout seul, mais on y mettra plus de temps, un regard extérieur. Donc, c'est de trouver la bonne personne qui va pouvoir accompagner dans, je te dis, sa transformation intérieure. Après, il y a des gens qui ont déjà des idées de ce qu'ils veulent faire, d'autres pas du tout. Donc, je dirais ça dépend. Ça dépend. Alors, ça dépend, c'est une expression qu'on utilise beaucoup parce qu'il n'y a pas une recette pour faire un jardin. Il n'y a pas une recette. On est tellement tous différents. Et sinon, on risque de remodéliser et de nouveau de tomber dans des choses où tout doit être uniforme, conforme, etc. Donc, je pense que ce qui est le plus important, c'est l'envie, en fait. L'envie d'aller chercher à l'intérieur et puis l'envie de se dire, tiens, mais pourquoi je suis fait, en fait ? Et il y a des gens qui le savent et puis il y a des gens qui ont besoin d'être quelqu'un d'autre pour l'aider à révéler son intériorité, en fait, ses qualités, ses talents, ses dons,
Donc voilà, après, je te dis, il y en a qui le font paf, du jour au lendemain en changeant complètement, en arrêtant tout. Voilà, et il y en a d'autres qui le font comme moi, où j'ai l'impression que ça a été... Mais si je regarde, moi, on va dire les 20 ans derrière moi, alors il y a plein de fois où je m'étais plus vraiment j'ai l'impression que je m'égarais, que je me perdais, j'allais dans tous les sens. Si je regarde aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu vraiment un fil conducteur qui m'ont emmené ici à chailler sous les ormeaux. Mais je crois que, puisque j'ai toujours été, j'ai en tout cas très 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 souvent été dans la recherche d'améliorer les choses, voilà, de m'améliorer. Et puis, c'est quoi le nouveau projet, quoi. Moi, je suis comme ça. Des fois, c'est fatigant, hein, mais beaucoup de permaculteurs ont cet aspect-là, d'être à la fois curieux de 10 000 choses et à la fois l'envie d'être dans des projets et des nouveaux trucs. Et ça y est, ouah, j'ai réussi à faire ça. Ok, comment je vais aller plus loin pour aller encore plus me rapprocher de mon rêve. Et mon rêve qui peut changer, puisque voilà, la vie évolue. Mais régulièrement, je me demande, c'est quoi mon rêve? Ok, est-ce que t'en es où de ton rêve? Quel petit pas? Voilà, en CNV et puis d'autres, hein, mais on marche vachement avec les petits pas. C'est quoi le petit pas possible pour moi de faire et qui fait que ça va me rendre plus heureuse. Faire des points de temps en temps, c'est important de faire des checkpoints. Tout à fait. De faire des checks. J'en suis où? Ok, comment je me sens intérieurement? Est-ce que ça va dans ma vie? Est-ce que je me sens bien? Ok, comment je me sens? Voilà, c'est la question. On nous a malheureusement pas suffisamment appris à écouter nos sentiments. On est très très pauvre dans le vocabulaire de nos sentiments. Très 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 pauvre. Tu disais tout à l'heure, c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Quelles sont si on pouvait dire quelques petites choses comme ça qui te semblent essentielles à tes yeux, qu'on devrait transmettre aujourd'hui à l'école, qu'est-ce que ce serait? La permaculture. Non, mais tu vois, prendre soin du vivant, tu vois. Et prendre soin du vivant, alors ne plus être dans la compétition aussi, puisque notre système scolaire, il est vraiment beaucoup basé sur la compétition. Et la compétition, c'est quoi? C'est le premier de la classe qui est heureux et les 29 autres qui sont frustrés, qui se sentent nuls, qui se sentent pas bons. Et, voilà. Et je te dis ça puisque petite, j'ai été souvent 2e ou 3e de la classe et j'étais furax, tu vois, parce que j'étais pas la première. Donc, on marche sur la tête, tu vois, c'est vraiment l'élite, être l'élite, le meilleur. Et réapprenons aux enfants, dès le départ, à être dans l'entraide. Faut pas tricher, par exemple. Faut pas tricher. Ah, et pourquoi j'aiderais pas mon camarade, tu vois, quand il est en difficulté? Donc, réapprenons des jeux coopératifs, réapprenons à s'entraider, réapprenons justement à écouter, apprenons aux enfants à respirer. Ça, c'est le b.a.-ba. En Orient, ils le savent très bien. Commençons à... Alors, ce qui est chouette, c'est que ça se fait un peu de plus en plus dans les écoles, mais voilà, introduisons la méditation, apprendre les enfants. Il y a des trucs géniaux qui existent dans la respiration. On met un doudou sur le ventre de l'enfant et il voit qu'il monte, il descend, son doudou, et il commence juste à apprendre à respirer et à se calmer soi-même, en fait. On ne nous a pas appris qu'il y avait des techniques très simples, justement, pour apprendre à se calmer. Donc, on agit sur le corps. Si on agit sur le corps par la respiration, ça va agir sur notre émotionnel. Et donc, ça va agir sur notre mental. Tous nos corps, ils sont liés, nos différents corps. On parle des différents corps. Et donc, ouais, ce serait aussi tout ça, le b.a.-ba, tu vois. Apprendre, c'est pas réapprendre, c'est apprendre à respirer en conscience, par exemple. Ça, d'apprendre ça aux enfants pour... Bah voilà, et puis c'est ce que je disais, la responsabilité, on est responsable de chacun de nos actes et apprendre ça aux enfants, de pas tuer une fourmi quand on voit une fourmi, parce que c'est un être vivant qui a son rôle dans son écosystème. Donc toutes ces petites choses-là, mais le faire avec le fun et les apprendre. Et leur apprendre à réfléchir et pas leur apprendre à apprendre par cœur, quoi. Donc, tiens, à ton avis, pourquoi c'est important qu'on laisse cette fourmi marcher et voilà, c'est les faire penser par eux-mêmes, les faire et regarder des petits, c'est quoi leurs aspirations, ce sur quoi on peut déjà des fois sentir que
on est fait, parce que justement, on va soigner vachement les animaux, ou au contraire, dès qu'il y en a un qui a un bobo, on va se... Voilà, donc être plus attentif à ça, plus que les maths, l'histoire, la géo, nanana, nanana, et du rabâchage. Donc revenir sur l'être, c'est ça l'essentiel, c'est revenir sur l'être et remettre la valeur de l'amour au cœur de tout, en fait. Ce serait ça. On arrive à la fin de cette entrevue. Je vais te poser la question rituelle du podcast. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message ? Waouh, ça me fait des frissons quand tu me dis ça. Mais j'ai l'impression d'une grande responsabilité, surtout. Et ben, j'aurais envie de leur dire... alors je vais peut-être me répéter, mais prenez soin de tout ce qui est vivant autour de vous. Vraiment, prenez soin de tout ce qui est vivant autour de vous et sachez voir la beauté du monde. Et recentrez-vous sur votre être intérieur. Nous, je suis persuadée qu'on est des êtres d'amour, des êtres de communion profondément. Donc, reconnectez-vous avec votre vraie nature, avec votre nature profonde, avant d'avoir été trop conditionné. On peut la retrouver. Et connectez-vous avec la nature profonde de tout ce qui est vivant et de la beauté de la nature. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Bien, merci beaucoup. Merci à toi, Benjamin. J'ai passé un très bon moment. Et également, et à bientôt pour un prochain podcast. Si vous voulez soutenir Evolution Talk ainsi que mon projet de plantation de forêts fruitières et de création de sanctuaires pour la nature, vous pouvez m'aider sur Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description ou sur mon site web www.benjamin.lotin.fr. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Evolution Talk.